Avec nous, Amandine Atalaya, éditorialiste politique BFM TV. On a aussi Pierre Jacquemin qui est en train d'arriver, Victor Hérault, journaliste politique de Valeurs Actuelles, et Hendrik Davy. Bonjour, merci d'être avec nous, député écologie et social des Bouches-du-Rhône, ancien membre de LFI. Vous aviez en fait quitté le parti quand on vous avait refusé l'investiture aux législatives l'an dernier avec d'autres frondeurs. C'est salutaire ce déballage? Écoutez, moi je suis un peu... le déballage est toujours intéressant, mais néanmoins, moi, je suis assez en colère parce que ça fait des jours et des jours qu'on ne parle que de ça. Moi, quand je rentre en circonscription, on parle de quoi? On parle du logement. Je vais raconter une anecdote, juste une petite anecdote, et après, on parlera du livre. J'ai rencontré un babysitter qui dormait dans un camping parce qu'il pouvait pas se loger à Marseille. Moi, tous les soirs, je vois des personnes âgées qui fouillent dans les poubelles pour se nourrir. Et donc, je trouve que c'est un peu surréaliste. Hein. On parle du 9 mai, on parle de la guerre entre l'Inde et le Pakistan, de passer autant de temps sur les télégrammes de Jean-Luc Mélenchon. On va en discuter. C'est aussi parce qu'on se projette sur la présidentielle de 2027. Mais moi, mon sentiment, c'est que si on veut en finir avec l'injustice sociale, la crise écologique, il va falloir que la gauche et les écologistes se rassemblent. Vous connaissez ma position. Justement, est-ce que ce livre ne va pas empêcher tout rassemblement? Mais moi, je pense qu'il faut qu'on se rassemble sur le programme du NFP. J'invite le 2 juillet Emmanuel Bompard et Fabien Roussel à venir à l'invitation de Lucie Castet pour qu'on discute d'une candidature commune. Voilà. Après, je crois que ce livre va permettre aussi de dire les choses franchement et d'avancer ensuite et de tourner la page. Parce que le côté gourou secte, vous l'avez vécu. Je n'utilise pas les termes de gourou secte. Par contre, ce qu'on a vécu, c'est deux choses différentes. D'abord, des comportements de la part de Jean-Luc Mélenchon. Mais j'ai envie de dire, vous avez tous des collègues de travail, vous avez tous les milieux professionnels. On a des personnes qui sont sympathiques et d'autres qui le sont moins et d'autres qui sont même harcelants. Je crois que dans le milieu politique, il y a le même type qu'ailleurs, que chez les journalistes, que moi j'ai travaillé dans la recherche, j'ai connu des comportements de ce type-là. Ça, c'est le problème de Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Hein, je citerai pas de nom. Et il y a un problème de démocratie à la France insoumise. C'est vrai, moi je l'ai dit dès 2017, dès août 2017, j'ai dit le gaz ça va péter, c'est pas possible. Voilà. Donc il y a un problème de démocratie, maintenant c'est le problème de LFI de gérer son problème. Mais justement, moi à la presse, ce que j'essaie de faire humblement, c'est de construire un parti qui soit à la fois radical et unitaire, mais aussi démocratique. Ben justement, la démocratie au parti, on a posé la question à Manuel Bompard qui est aujourd'hui le bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Lui, il parle d'une œuvre de fiction, il dénonce des mensonges, écoutez. Je pense que ce livre est un collage, une collection de ragots, de fausses informations. Et bizarrement, quand j'ai rencontré ces journalistes, j'ai jamais été interrogé sur ces éléments. Et c'est dommage parce que si j'avais été interrogé sur ces éléments, j'aurais pu dire que c'était faux et sans doute peut-être que ça n'aurait pas été écrit dans le livre. Il y a un extrait dans ce livre où il est dit que j'étais avec Jean-Luc Mélenchon dans les couloirs du Parlement européen et que Jean-Luc Mélenchon aurait dit de moi toi achète-toi un cerveau. Bon. Il se trouve que peut-être qu'au moins sur ce point-là, vous pouvez me faire confiance. Allez-y. Cette scène n'a jamais existé. Voilà, il parle d'une invention. Ceci dit, il y a eu suffisamment de départs fracassants, Pierre, pour savoir que c'est compliqué depuis des années autour de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais je pense qu'on ne l'apprend pas. Alors le livre est passionnant parce qu'effectivement on apprend un certain nombre d'anecdotes. C'est un énorme travail en fait. Ah oui, c'est un très gros travail. Et moi je reconnais que il y a beaucoup de choses que j'ai moi-même vécues, en tout cas en tant que journaliste, y compris dans les relations avec la presse. Mais je crois que les Français ne découvrent pas le personnage Jean-Luc Mélenchon, un personnage qui peut avoir ses coups de sang, qui d'ailleurs avec les journalistes on le voit régulièrement, mais qui ne le fait pas en dessous des tables. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de franc et qui le fait à la face du monde, quoi. On a d'autres expériences, nous journalistes, avec d'autres partis politiques. Le côté fan club qu'il peut y avoir autour de Mélenchon, il a existé chez Macron, il existe chez Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Le côté clanique, le côté sectaire, comme il peut être décrit par un certain nombre d'éditorialistes, je veux dire, il n'est pas propre à Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce qui m'interpelle et ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est, j'ai fait le tour des chaînes d'infos, j'ai fait le tour des éditos. Si on doit parler de meute, elle est là, la meute, aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un côté meute médiatique contre la France insoumise et contre LFI bashing. Oui, il y a des problèmes. Il y a une campagne en cours pour vous. Mais elle date pas de ce journal, de ce livre-là, hein, qui est encore une fois passionnant, je trouve. Même si si les insoumis le contestent. Mais là aussi, ils ne devraient pas trop jouer à ça. C'est-à-dire que c'est un travail journalistique qu'ils ne doivent pas contester. Je trouve qu'il y a effectivement une meute médiatique, on peut le dire comme ça, qui s'acharne contre LFI. Pour décrédibiliser Mélenchon pour 2027 ? Je trouve qu'il y a eu beaucoup plus d'indulgence pour Marine Le Pen, qui
qui a eu un procès, elle a volé dans les caisses, où on a dit c'est quand même scandaleux, elle ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle. Et j'entends des éditorialistes aujourd'hui nous expliquer que Jean-Luc Mélenchon ne pourrait pas se présenter compte tenu de son caractère ou de ses méthodes autoritaires, etc. Sans doute, il y a un sujet, et je ne dis pas que sans doute, d'ailleurs, il y a un sujet de démocratie interne, il y a un sujet sur la manière dont il fait de la politique, dont il traite ses partenaires politiques, mais pour moi, ça ne va pas. C'est-à-dire que la mise en scène médiatique de la conflictualité en politique, quand même elle est théorisée par Jean-Luc Mélenchon, ça ne va pas. Je ne crois pas aujourd'hui que les gauches soient irréconciliables. Je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon ne puisse pas parler à Jérôme Guedj demain. Et d'ailleurs, je les invite tous les deux à venir en débattre dans Politis, parce que je pense que et l'un et l'autre ont vocation à travailler ensemble. Donc c'est ça que je trouve bizarre, cette meute, elle est plutôt du côté médiatique, même si, encore une fois, je ne conteste pas les méthodes au sein de la France insoumise. D'ailleurs, hier, on votait la même chose à l'Assemblée nationale encore. Hein. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut encore se présenter en 2027 ? Dans un instant, je vous donne la parole, Victor Hérault. Écoutez d'abord Raquel Garrido. Pour elle, il faut clairement tirer les conséquences. Je pense qu'il faut que Jean-Luc Mélenchon soit mis hors d'état de nuire à la France insoumise et au Front populaire par ces petits mots qui ne représentent pas la France insoumise. Si n'importe quel militant de base, s'ils avaient eu ce type de discours, ils auraient été virés. Mais ils ne peuvent pas virer Mélenchon. C'est-à-dire qu'il faut exclure Jean-Luc Mélenchon comme Jean-Marie Le Pen a été exclu du RN ? Oui. Et si Mélenchon n'est plus là, vous revenez vers LFI ? Moi, je pense que c'est pas le problème. Je vous ai dit, il y a deux sujets. Il y a un sujet démocratie. Et il y a un sujet de personnalités qui peuvent avoir des comportements, voilà, qui sont pas appropriés. Moi, je crois que le sujet, c'est pas LFI ou pas LFI. Le sujet, c'est est-ce qu'on est capable de changer la vie des gens, et pour ça, est-ce que la gauche est capable d'arriver au pouvoir en 2027 unie. Et moi, unie, ça va de Poutou à Glucksmann. Hein, voilà. Là, on a la réponse. Elle est désunie, là. Oui, elle est désunie, mais elle s'est unie il n'y a pas si longtemps, en juin, et on a été en tête. Donc, on s'est unis en 2022 avec la NUPES, on s'est réunis en 2024 avec le NFP. Je crois qu'on peut être unis. Le 2 juillet, il y a une date pour décider d'une candidature commune. Moi, j'invite encore une fois Manuel Bompard et Fabien Roussel à venir. Et très sincèrement, ceux qui nous écoutent et qui ont des problèmes de logement, qui n'arrivent pas... Là, à mon avis, le 7 mai, il y a déjà plein de nos concitoyens qui nous écoutent, qui sont à découvert. Et vous pourriez, pour 2027, vous ranger de nouveau derrière Mélenchon, vous ? Je sais pas. Au nom de l'Union, c'est pas ranger derrière. Il faut qu'on trouve un candidat commun. Oui, mais et moi, je ne vois pas. Ben oui, mais soit on fait une primaire, soit un conclave. C'est à la mode les conclaves. Moi, j'avais proposé un conclave il y a quelques temps. Pourquoi pas un conclave ? Mais quel sera le candidat qui fait consensus, ou quel sera le candidat qui sortira d'une primaire ? On verra bien. Mais pour ça, il faut que c'est la bonne question, Victor Hérault, non ? Voilà, écoutez, Jean-Luc Mélenchon est systématiquement celui qui se positionne le mieux dans les sondages. Et l'on sait en plus qu'entre les sondages, parce que là, on peut se dire le sondage arrive longtemps, 2 ans avant l'élection présidentielle, mais entre les sondages et l'élection, souvent Mélenchon fait x2. Donc on se dit qu'elle est quand même la personnalité politique à gauche qui est à même le mieux de rassembler. Maintenant, moi je sépare vraiment la dimension personnelle des personnalités exécrables en politique. On l'a dit, il y en a un nombre incalculable. Maintenant, il y a aussi la dimension tout à fait politique. Ça fait partie d'un courant politique. On en discutait tout à l'heure hors plateau. Non, peut-être moins du trotskisme, je serais d'accord avec vous, mais que le lambertisme, c'est le reflet de ça. C'est ce culte de la personnalité qu'on peut retrouver. Je suis d'accord, le culte du chef au Rassemblement national vis-à-vis de Marine Le Pen, en Macronie vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ça, on peut le retrouver ailleurs. Mais l'humiliation rituelle, par exemple, l'humiliation quand on lit les pages de la meute, l'humiliation dont fait preuve Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou et autres vis-à-vis de ceux qui pourraient remettre en cause le dogme, vis-à-vis de cette impossibilité du débat, cette phrase que j'ai trouvée très belle, des auteurs du livre, celui qui doute trahit. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs, dans aucun autre parti, pas à cette échelle-là. Et ça reflète tout à fait le mouvement du lambertisme, qui est le culte d'un dogme unique. Si vous mais visiblement, ça a toujours été comme ça. Je suis pas d'accord, parce que vous allez dans beaucoup de labos de recherche, et vous avez des directeurs de recherche qui sont pas lambertistes et qui ont la même fonctionnement en humiliant les gens. Vous allez dans beaucoup de services de médecine, voilà, et vous avez les mêmes problèmes. Pour moi, le sujet, on sait au même titre. Oui. Le sujet est quand même, je trouve qu'il y a une forme de meute médiatique qui tape trop fort sur ce qu'est la France insoumise. Je pense que ce qui se joue aujourd'hui aussi sur l'espace politique et médiatique, ça doit interpeller les insoumis. Ils ne peuvent plus continuer de cette manière. Ils ne peuvent plus faire comme s'il n'y avait pas un problème de démocratie. Ils ne peuvent plus faire comme s'il n'y avait pas aussi un problème d'antisémitisme. Je ne dis pas qu'ils sont antisémites. C'est ce que dit une bonne partie du reste de la gauche. Ils doivent s'interroger et ils ne peuvent pas faire cavalier les seuls. Et je trouve que le problème qui se crée, et c'est ça pour moi le plus grave en ce moment, c'est qu'ils sont en train de s'isoler d'une partie de la gauche. Et je pense que les mains tendues de l'autre côté de la gauche, il y a l'après, il y a le parti socialiste, bon certes qui est en ce moment dans ses propres problématiques, mais c'est pas possible. Je veux dire, si demain la gauche va arriver au pouvoir, et là vous pouvez prendre tous les sondages, si elle part divisée, elle ne sera jamais au second tour. Vous avez vu comment le Parti socialiste est traité au sein de la France insoumise, que ce soit vis-à-vis des chefs ou des militants. C'est pour ça que je dis, des sociotraites, la France insoumise ne peut pas faire, le parti sioniste pour PS. Elle ne peut pas faire comme si
tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais en 1931, le KPD, le Parti communiste allemand, et le SPD, le Parti socialiste allemand, se traitaient de tous les noms. Ils n'ont jamais pu s'unir. À la fin, ils étaient ensemble dans les camps de concentration. On n'est pas dans un moment aussi grave et aussi dramatique, mais je crois qu'il faut aller regarder l'histoire. C'est-à-dire que par contre, sur la possibilité que la gauche soit rayée de la carte et que l'extrême droite arrive au pouvoir en France, c'est un sujet vraiment réel. Oui, mais c'est l'extrême droite. Alors l'extrême droite, elle est au pouvoir dans plein d'endroits et à chaque fois, elle s'en est pris aux journalistes et elle s'en est pris à la gauche, même si c'était pas aussi dramatique que les nazis. Vous pouvez regarder le Portugal de Salazar, le dictateur des colonels, etc. Et votre faculté à fermer les yeux sur l'extrême gauche parce que vous avez les yeux rivés sur l'extrême droite m'impressionne. Merci beaucoup à tous les trois. On verra les prochains sondages, les conséquences de la meute. C'est en librairie aujourd'hui et c'est chez Flammarion. Merci encore. Dans l'actualité également, je voulais vous parler de ces mystérieux